pense que vous êtes en train d'entrer dans la salle tranquillement. Je vérifie que techniquement ça semble fonctionner. N'hésitez pas à mettre un petit coucou dans le chat de conversation là qui est en bas pour m'indiquer que ça fonctionne. Donc, je vois que c'est en train d'écrire, donc on va dire que ça doit être bon. Alors moi je vais essayer de supprimer la petite notification sonore pour éviter d'avoir des clics-clics dans les oreilles pendant vos interventions. Donc, bienvenue à toutes et à tous aujourd'hui pour ce retour de Vivatech 2024. Essayer de vous faire part un peu de ce que j'ai pu découvrir. Alors, c'est très généraliste, vous allez voir, mais on va quand même s'intéresser à la médecine humaine et aux initiatives santé qui sont présentes. Salut à toutes et tous qui arrivez petit à petit. Comme d'habitude, au niveau des usages, on va essayer de tenir le temps, ce qui était à 13h30, en se laissant une bonne quinzaine de minutes de questions, s'il y en a. Pour les questions, vous pouvez les poser dans le chat. Vous pouvez aussi, on verra comment on fonctionnera peut-être par système de levée de main. Je crois qu'on peut avec système. Bonjour Pierre. Tu verras, on va parler d'identification à la fin, donc tu as bien fait de venir. Peut-être tu pourras nous en dire plus d'ailleurs. Vous avez le chat pour vous exprimer s'il y a nécessité. La session est enregistrée et sera rediffusée comme d'habitude en replay sur la chaîne YouTube Veto Network. Je vous mets d'ailleurs, je vous mettrai les liens petit à petit dans le chat là. Voilà. Pour accéder au replay, vous avez la chaîne YouTube Veto Network où vous pouvez vous abonner. Donc je vais commencer tout doucement et puis ça va permettre à certains de nous rejoindre en cours de route. Donc je suis Grégory Santaner, je suis vétérinaire de formation. Aujourd'hui, je vous parle essentiellement avec ma casquette Veto Network, mais j'en ai quelques autres. Un peu de casquette à Nikoun aussi, parce que je reste impliqué dans le monde vétérinaire, puisque je suis également associé, cofondateur et manager de 2 cliniques vétérinaires canines en Bretagne. Et puis, donc voilà, c'est là aujourd'hui, Vivatech, c'est un peu un regard sur ce que j'ai pu voir sur ce salon dont je vais vous parler. On parlera également aussi un peu de VetInTech, puisque c'est l'association de la e-santé animale et il y avait également certains de ses membres, dont moi, qui étaient présents à ce salon Vivatech 2024. Le dernier replay disponible, je vous en ai parlé des replays, c'est celui sur ChatGPT. Je pense que j'en referai un parce que ça vous a beaucoup plu. Il y avait 276 inscrits, plus de 100 personnes en live en présentiel. Et puis surtout le replay, alors à ma petite échelle à moi de youtubeur pas du tout conséquent, je sais plus, il y a eu 200 personnes en une semaine qui ont regardé ça et j'ai eu des remarques assez positives sur le fait que ça avait aidé à découvrir une perspective. Donc on verra peut-être à la rentrée ou pendant les vacances, je vous referai des choses sur ChatGPT puisque les usages avancent au fur et à mesure. Si vous voulez ne rater aucun des replays, si des fois vous êtes en vacances ou vous ratez des choses, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Veto Network pour avoir des notifications en fait. Les autres rendez-vous que je vous proposerai prochainement, il y en a 2. Il y en a un qui est dès la semaine prochaine, ça enchaîne avec, j'aurai le plaisir de parler de santé féline connectée, la prise en charge connectée du chat en compagnie de Claude Beata. Et donc, on va former un duo dans le cadre d'un webinaire Cap Félin pour MSD Santé Animale. Donc, si vous vous intéressez à la médecine connectée et en particulier au chat, rejoignez-nous. Je vais vous mettre là aussi un petit lien d'information pour vous connecter et y aller. Vous avez le QR code aussi si d'aventure vous êtes sur un ordinateur et que vous voulez flasher avec votre téléphone, ça fonctionne aussi. Il y aura également un autre événement qui arrive lui aussi à grands pas. D'ailleurs, certaines initiatives dont on va parler aujourd'hui y seront. C'est Numanima. Donc, Numanima, l'événement de la e-santé animale. Donc, à Maison-Alfort, pour la première fois, après avoir été à Nantes pendant 3 ans, mercredi 26 à partir de 13h de mémoire et jeudi 27 toute la journée. Donc, des ateliers, des rencontres, des solutions pratiques exposées, de l'intelligence artificielle, des données en santé animale, enfin, voilà, tout ce qui peut potentiellement vous intéresser. Petite diapo également sur quelque chose qui me tient à cœur, tout ce qui est la notion de neutralité carbone. Donc, j'ai fait un bilan carbone avec OCO pour Veto Network qui m'a permis de voir
voilà, où se passaient mes dépenses carbone. Il faut que je le réactualise un peu, mais j'ai toujours mon voyage en avion annuel qui me pose souci. Et puis, si vous voulez explorer ces choses-là, je vous ai mis dans le chat, voilà, des liens d'estimation du CO2, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective, qui sont intéressants à explorer. On va rentrer dans le vif du sujet, après ces quelques minutes d'introduction, donc avec Vivatech 2024. Vous montrez des initiatives un peu étonnantes, hein, c'est un peu la foire. Vivatech, c'est pas extrêmement centré sur l'hyper-technologie et la santé animale ou humaine spécifiquement, mais il y a quand même des choses. Ensuite, je vous parlerai des initiatives en santé humaine parce que souvent, ça a un petit temps d'avance sur nous et donc par définition, on peut s'en inspirer, on va dire. Il y avait la santé animale qui était, je dirais, timidement présente, hein. Vous allez voir, Vivatech, on parle de 2800 exposants, peut-être une petite, on se compte sur les doigts d'une main, peut-être de deux mains, les initiatives spécifiquement santé animale, mais je vous en parlerai. C'est des choses parfois déjà vues ailleurs, donc qui sont vues là, mais qui peuvent être vues parfois plus en détail avec le fait simplement que ces acteurs-là soient présents sur un salon français sont intéressants. Donc, quelques mots sur Vivatech, sentiment complètement personnel, j'ai trouvé ça moins agréable que les années d'avant, probablement pour une raison majeure qui est le nombre de participants. C'est-à-dire qu'on est passé de 95 000 participants en 2022 à 150 en 2023 000, ce qui était déjà assez conséquent. Et là, on est allé même un peu plus loin. Et en gros, ça va que j'ai fait du rugby, donc le contact me dérange pas tant que ça, mais le côté très bruyant et fourmillant était pas aussi agréable que d'habitude par rapport à d'autres salons. Je pense au CES où il y a beaucoup plus d'espace. Donc ça, voilà, si vous comptez y aller l'année prochaine, c'est pour mémoire du 13 au 15 juin, enfin voilà, mi-juin 2025. Préparez-vous des temps de pause pour respirer un peu parce que c'est assez fourmillant et donc ça peut être un peu perturbant. Ça reste le plus grand salon européen pour les nouvelles technologies. Donc c'est vraiment une bonne façon d'avoir une approche, un panorama, enfin en tout cas de voir ce qui se fait sans aller trop loin, hein. C'est Paris, c'est facile d'accès, c'est pas trop coûteux pour le temps. Je vous conseille surtout si vous y allez d'éviter le jour grand public qui est le samedi, donc allez-y plutôt mercredi, jeudi ou vendredi. Je pense que peut-être jeudi, vendredi est la bonne solution parce que le mercredi, j'ai trouvé que c'était là où c'était le plus hard parce que je pense que tout le monde arrivait. Voilà, vous avez une petite photo du plan que je vous ai mis sur la slide qui montre aussi le côté grand et pas si grand en fait, hein. C'est un salon aussi qui est pas facilement lisible, je dirais, par rapport à d'autres, parce qu'il n'y a pas de classement thématique, parce que vous pouvez trouver au détour d'un stand régional d'une région française, une petite start-up qui est très intéressante. Et donc voilà, faut fouiller, faut faire le tour de manière assez voilà, régulière. C'est aussi un endroit où il y a des messages qui sont envoyés, des speakers prestigieux qui peuvent venir. Voilà, ils ont fait des tonnes avec Elon Musk, alors qu'il était juste en visio cette année. L'année dernière, il était en présentiel. Je vous ai mis là aussi une petite photo en bas à gauche alors voilà, en présentiel, hein, voilà, on était 5000, il était tout petit sur la scène. Et puis voilà, mais bon, c'est souvent un endroit où voilà, il y a des messages qui peuvent être adressés ou des produits qui peuvent être présentés. Donc c'est aussi intéressant pour ça. Alors, on n'arrive pas toujours à toucher ou à voir ces gens-là, mais ils sont là. Et parfois, on voit un essaim de personnes qui se déplacent et c'est assez marrant. La technologie, parfois là où vous ne l'attendez pas, c'est pour montrer vraiment ce qui était déjà un peu présent l'année dernière, mais qui l'est encore plus cette année, ce côté, voilà, la technologie est tellement présente elle en devient presque invisible alors qu'elle est vraiment là en arrière-plan. Je reprends toujours ce que disait Franck Noël, qui est un membre de Vivatech. Je sais pas, Franck, si tu es là, mais je, je rends à César, c'est par exemple sur l'IA, l'IA est pleinement intégrée quand on ne la voit plus. Et là, on va voir dans les solutions que je vais vous montrer, il y a de l'IA pratiquement partout, mais sans qu'elle soit forcément mise en avant. C'est presque une évidence, quoi, on va dire. Donc, une première initiative qui m'a fait sourire parce que je pense que c'est celle où je m'attendais le moins, même moi qui suis assez ouvert d'esprit sur ça, à voir quelque chose, c'est ce chatbot
où on peut parler avec Vincent Van Gogh. Donc voilà, ça veut dire que dans les muséographies sont en train d'être réinventées, où non seulement on peut voir l'œuvre d'un peintre comme Van Gogh, mais on a la possibilité, à travers un chatbot qui a été nourri avec l'intégralité de ce qu'il a pu dire, son style, ses œuvres, bien sûr, et les explications, et qui fait que, voilà, on pourrait faire comme si on s'adressait à lui. Alors bien sûr, on ne saura jamais le degré de pertinence de ça, mais j'ai trouvé que c'était une initiative vraiment intéressante et qui, quelque part, ouvre des perspectives, c'est-à-dire qu'on pourrait parler avec pratiquement n'importe qui. Et donc, c'est Jumbo Mana qui fait ça et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai essayé un peu parce que c'était sur un stand qui était très pris. Bon, voilà, il faudrait pousser un peu la logique. Moi, j'aimerais bien parler avec des gens dont je connais un peu plus les œuvres, peut-être, pour aller au-delà de la simple question, bon, comment tu as fait ton bleu? Est-ce que ça fait mal de se couper l'oreille ou des choses comme ça. Euh, Autre exemple intéressant, cette fois-ci, alors qui, j'avoue, peut faire même un peu flipper, c'était et là où, en fait, ce qui m'a le plus surpris, c'était le stand sur lequel c'était présent. Il y avait un énorme stand France Travail, donc l'ancien Pôle emploi, avec beaucoup d'initiatives numériques et en particulier cette initiative de Adapt, qui est le fait de se rendre compte que parfois les gens ont du mal à trouver un travail parce que ils sont pas à l'aise dans les entretiens, ils savent pas faire, voilà, ils ont pas les codes, quoi, entre guillemets. Et donc cet outil-là Adapt avec une simple caméra permet à la même personne, alors là forcément c'est un peu caricatural, mais j'ai essayé, c'est plutôt pas mal, de s'auto-évaluer. Le but c'est pas de dire t'es nul, t'es pas nul, c'est de comprendre pourquoi il y a des choses qui peuvent être perçues par les autres comme des émotions en particulier ou des attitudes qui peuvent être perçues comme positives ou négatives et quelque part arriver à possiblement s'entraîner à mieux communiquer dans la gamme des émotions et dans la gamme de ce qu'on veut faire passer pour passer voilà, de ce qu'on voit à gauche où voilà, la personne ne regarde pas dans les yeux, elle est crispée. Bon, en plus, elle n'est pas habillée pareil, donc ça joue peut-être aussi. Mais voilà, il y a ce côté, en fait, en temps réel, devant une caméra, on peut avoir la capacité à définir sur la notion d'attention, de positivité, d'énergie et d'humeur qu'on transmet, comment ça se passe. Alors, toujours pareil, hein, ces outils-là, j'en avais déjà un peu parlé l'année dernière, c'est quels sont les algorithmes, comment ils sont fabriqués, est-ce qu'il n'y a pas le risque de se retrouver tous à avoir la même tête en entretien ou en échange ou à utiliser les mêmes recettes. Mais pour autant, je pense que pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude des entretiens ou qui n'ont pas l'habitude de parler, ça peut être des outils qui peuvent être intéressants. Un autre outil, alors dont j'ai eu un usage moyen, on va dire, c'est Deep Lounge. C'est un outil de personal shopper, donc à imaginer ça dans des magasins de vêtements ou des choses comme ça. Et en fait, vous allez vous présenter, vous voyez cet écran, vous vous présentez devant. Alors, on prend un peu de recul pour être scanné. Et avec cet outil de cette caméra qu'on voit un petit peu au-dessus, là, ça va analyser votre style vestimentaire. Alors, ça va aussi proposer est-ce que vous êtes un homme ou une femme. Alors moi, la première fois qu'il m'a analysé, je ne sais pas pourquoi, mais il a pensé que j'étais une femme et il a commencé à me proposer des robes roses. Alors c'est pareil, un peu caricatural aussi, hein, mais on peut affiner et dire je préfère plus tel style ou tel style. Donc en tout cas, la capacité à évaluer via une caméra le style de la personne, lui faire de recommandations personnalisées. Donc on imagine bien ce genre d'outils dans une galerie Lafayette ou des choses comme ça, où on pourrait avoir des suggestions et on peut bien sûr, quand on a des suggestions qui sont faites, se les envoyer à soi-même pour les garder de côté et ce genre de choses. Donc j'avais trouvé ça assez intéressant pour le côté ouverture. Et je vous parlerai de ce genre d'écran avec des caméras et les interactions qu'on peut avoir un peu plus tard, cette fois-ci plus dans le domaine de la médecine. Une chose qui m'avait déjà épaté les années précédentes, c'est à quel point certains acteurs que je n'attendais pas se retrouvent là. Je pense en particulier à deux acteurs, L'Oréal et LVMH. Et en fait, vous seriez surpris, si un jour vous avez la chance d'aller faire un tour à la bibliothèque, de à quel point ces acteurs-là sont en recherche perpétuelle d'innovation. On pourrait se dire, bon, LVMH, ok, c'est le luxe,
c'est le côté classique, etc. Et en fait, pas du tout. Ils ont à chaque fois la capacité à mettre des financements et à incuber ou en tout cas à aider à se développer des startups dans des choses très fines au niveau technologie. Là, ici, par exemple, je vous prends l'exemple de L'Oréal qui a sorti toute une gamme de produits. On voit sur la gauche cette dame qui se fait scanner, en fait, hein, en haute définition son visage et avec ce Derma Reader qui va avoir la capacité à analyser finement la peau. On est à la limite de la santé, en fait, hein, souvent, et vous verrez qu'après, je vous montrerai un exemple où là, cette fois-ci, on est carrément dans la santé. Mais voilà, et le fait de, au quotidien ou régulièrement, pouvoir voir comment évolue la personne, c'est aussi cette notion de constitution d'un profil et la possibilité de faire d'évaluer l'évolution de ce profil. Alors, bien sûr, hein, ils ne sont pas fous, hein, c'est L'Oréal, il y a des crèmes, des choses comme ça. Donc l'idée derrière, c'est aussi de personnaliser la capacité à proposer des solutions. Et d'ailleurs, dans les solutions, une autre chose toujours chez L'Oréal que j'ai trouvé assez intéressante, parce que c'est le mix de cette technologie d'imagerie et des IA génératifs qui se sont en fait mis un peu comme une couche sur beaucoup de services en plus. Vous avez sur la droite, je vous ai mis juste un scan, et vous pourrez aller voir sur Internet, Beauty Genius, qui est en fait un chatbot, un assistant de beauté, on va dire. Donc, c'est-à-dire que vous, pour ceux qui ont déjà utilisé des IA génératives, vous vous posez la question, bonjour Beauty Genius, voilà à quoi ressemble ma tête aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller pour que genre, ça soit mieux, quoi, en fait. Alors voilà, ça va être ah bon, mais tu as des préférences pour quel type de maquillage, qu'est-ce que tu voudrais comme effet, etc. Tout ça. Et en fait, de la même façon, vous pourriez avoir un conseiller personnel pour tout un tas de domaines. L'Oréal a investi dans un chatbot qui va être voilà, un personal beauty assistant, comme ils disent, qui va 24 heures sur 24 pouvoir vous dire voilà, une petite retouche par-ci, une petite chose par-là, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Donc c'est assez intéressant de voir voilà, des univers qui n'ont rien à voir avec le nôtre, comment ils essayent de créer du lien. Et vous allez voir que ça, c'est pas si loin que ça de pouvoir arriver dans le nôtre. Je vous en reparle un peu plus tard. Euh, Également, moi j'aime bien quand la technologie résout des problèmes au-delà du maquillage. Je ne dis pas que c'est un petit problème, mais c'est peut-être pas le problème qui va sauver le monde. Et du coup, là, il y avait dans le hall 2 chez IBM, il y avait Iris, qui est le premier signbot. Donc un signbot, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement grâce à la computer vision, c'est-à-dire une caméra qui va pouvoir regarder quelqu'un qui parle en langage des signes et pouvoir du coup comprendre ce qu'il dit. Et en face de ça, on aura cet avatar en fait qui est couplé à une IA générative type ChatGPT qui va pouvoir non seulement comprendre ce que signe la personne avec ses mains et donc pouvoir en faire un écrit et bien entendu après pouvoir entretenir un dialogue. Donc ça c'est vraiment assez intéressant et on a ça assez régulièrement dans des entités comme Vivatech, c'est-à-dire la notion d'inclusion, essayer de faire en sorte que la technologie puisse aider voilà, des gens qui, bah, voilà, vous mettez ce genre de choses dans une administration, par exemple, ou dans un événement, eh bien, ça veut dire qu'une personne qui pourrait être isolée du fait de parler la langue des signes va tout de suite peut-être pouvoir être plus facilement incluse dans les choses. Donc ça, c'est des initiatives que je trouve intéressantes et originales. Je vais passer à la santé humaine. Alors, je le redis à chaque fois, hein, si vous avez des questions, je ne suis pas sûr d'être apte à répondre à ces questions, mais vous n'hésitez pas, pouvez les mettre dans le chat et je reviendrai dessus. Et de toute façon, à la fin, vers 13h15, on essaiera de se garder un temps pour répondre à d'éventuelles questions ou ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas, hein, vous pouvez y aller pendant que je passe à la santé humaine. La santé humaine, ce qui était intéressant, et c'est là aussi la notion d'accessibilité qui était très présente, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'on soigne mieux les gens en faisant sauter tous les points de friction qui font qu'on a la technologie pour soigner, parfois on a les bons traitements, mais ça se fait pas en fait, pour d'autres raisons. Et là, dans ce cadre-là, je trouvais intéressant ces deux outils-là, Aliatech et Vulgaroo. Aliatech, de mémoire, c'était dans les pays continent africain. Et Aliatech, au final, on s'aperçoit que parfois, ce qui fait que ça ne marche pas, c'est la langue. Je pense, pour ceux qui sont dans la pratique vétérinaire,
Vous avez tous eu ça, malheureusement, je dirais ces 2 dernières années, des patients ukrainiens, enfin, en tout cas des animaux, avec des propriétaires ukrainiens. Bon, très clairement, heureusement qu'on avait nos smartphones, qui étaient capables de faire de la traduction, pour se parler parce que sinon, bon, voilà, vous, je ne sais pas, mais moi, je ne parle malheureusement pas ukrainien. Et là, dans Aliatech, l'idée, c'est d'avoir un outil spécifique pour faire de la reconnaissance vocale et pouvoir enchaîner, enfin, dialoguer avec un patient, quelle que soit sa langue, en fait. Et avec des choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire la prise en compte de la langue. Là, on voit, c'est du tamoul qui va être démarré. Donc là, encore, moi et vous, je ne sais pas, je pense pas qu'on parle tamoul. Et donc, la possibilité de reconnaître la langue de la personne et d'avoir un dialogue le plus fluide possible avec ce genre de choses-là, et donc de pouvoir expliquer fatalement, voilà, vous devez avoir tel type de soin parce que c'est important pour telle raison. Et à partir du moment où la barrière de la langue saute, c'est beaucoup mieux. Vulgaroom, c'est français. J'ai trouvé l'idée géniale. Vous pouvez aller sur leur site internet. On devrait avoir ça pour nous. Vous savez, c'est ces fameux comptes rendus médicaux. Nous, on a la chance d'être un peu dans le domaine pour ceux qui sont vétérinaires. Mais combien de fois, voilà, je sais pas vous, mais moi, ma mère qui m'envoie son compte rendu d'analyse de je ne sais quoi, qui dit je ne comprends rien en fait, la nécessité de pouvoir traduire ce que ça veut dire, les tenants, les aboutissants. La Vulgarou, c'est vraiment blanc-noir. Vous avez le fameux compte rendu d'histo hyper complexe qui dit des choses avec des mots compliqués où au final, le patient, une fois qu'il a fini de lire ça, il a aucune idée de qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est grave, pas grave. Là, avec Vulgarou, vous avez la capacité à recomposer le compte rendu pour en faire quelque chose d'intelligible par tout à chacun, y compris des gens pas du monde médical. Un autre intérêt aussi de ces outils-là, c'est que de plus en plus, ça pourra aussi lire le compte rendu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout, il ne faut pas oublier une chose, 10% à peu près de la population française qui a des grosses difficultés de lecture, voire qui ne sait pas lire. Donc là aussi, quand une personne reçoit un compte rendu hyper complexe et qu'en plus elle sait difficilement lire, ce genre d'outil qui vulgarou plus la possibilité de dicter le compte rendu, c'est vraiment très intéressant, je trouve, comme idée. Et probablement qu'un vulgarouvette serait pas de trop, parce que je pense qu'il y a plein de fois, en tout cas dans les enquêtes qui existent dans le domaine de la santé vétérinaire, il y a plein de fois où on parle trop compliqué en fait pour les interlocuteurs qu'on a en face de nous. Il faut simplifier, simplifier, simplifier. Efficacité et gain de temps, je dirais qu'on a les mêmes problématiques en médecine humaine que ceux qu'on peut avoir chez nous, à savoir le fait qu'il n'y a pas assez de ressources médicales pour soigner toute la population qui a à soigner. Donc ça passe par des outils d'efficacité, je pense à H24 Care qui est intéressant, qui va à travers la captation de tout un tas de données sur comment se passent des services d'urgence en fonction de comment ça s'était passé les années d'avant, comment ça se passe le soir, le matin, les horaires, les flux en fait de patients, plus tout un tas de solutions qui vont permettre de préanalyser, prédiagnostiquer à travers des questionnaires ou des choses comme ça les patients, de pouvoir gérer le flux de patients en urgence et pouvoir, je dirais, le détourner du flux des urgences si ça n'a pas lieu d'être en urgence. D'autres outils un peu plus mécaniques, mais où il y a beaucoup de techniques, c'est ce petit robot Mirokai, qui est par les Français de Enchanted Tools, qui lui va pouvoir, par exemple, se rendre dans une chambre pour apporter du matériel ou rapporter du matériel. Donc ça, là aussi, l'idée avec ce genre de choses, c'est de pouvoir limiter l'usage de ressources humaines pour pouvoir faire ça. Alors on pourrait me dire, bah oui, mais du coup, il n'y aura plus de contact humain. C'est pas sûr. Si vous étiez sur le stand d'Enchanted Tools, Miroka, il y a toujours beaucoup de succès, avec beaucoup de gens qui veulent lui parler. Il a la capacité à exprimer beaucoup d'émotions avec ses grands yeux et sa tête. Il roucoule un peu comme un chat. C'est assez marrant et assez troublant de voir les interactions qui se créent. Et donc voilà, ce genre d'aide, en fait, d'assistant qui, au lieu qu'une infirmière fasse l'aller-retour dans le couloir pour aller rechercher un produit, une chose comme ça, de pouvoir faire circuler ce genre d'entité au sein d'un établissement hospitalier pour à la fois toujours la même chose, gagner du temps. La notion d'accès aux soins, toujours pareil, avec là cette fois-ci, je vous avais parlé tout à l'heure de L'Oréal
qui va avoir la capacité à scanner les visages. Sur la droite de cette diapo, vous avez SquareMind, qui est un français, qui a un outil tout à fait intéressant, cette espèce de bras articulé avec une caméra, l'espèce de carré avec la lumière qu'on voit, c'est une caméra. En fait, imaginez que vous, voilà, problème d'accès aux soins chez les dermatos. Hein. Je pense que si vous avez déjà tenté d'avoir un rendez-vous chez un dermato récemment, vous connaissez l'idée. C'est-à-dire, c'est très compliqué, très long. Là, avec SquareMind, alors bien sûr, ça ne remplace pas un dermato, mais pour un examen dermatologique complet, vous allez vous mettre voilà, nu, les bras écartés, un peu comme lors des contrôles qu'on peut avoir, et le bras va se déplacer autour de vous pour scanner intégralement votre peau. Donc, ça veut dire la capacité avec un scanner HD à repérer de manière très fine toutes les lésions, donc grains de beauté, leurs évolutions, et puis de faire ça peut-être régulièrement sans avoir à revoir systématiquement un dermato et de pouvoir ne voir un dermato que quand il y a la nécessité de voir une évolution ou quelque chose qui pose problème. Donc, ce genre d'outil est assez intéressant. L'accès aux soins, c'est aussi aller vers, c'est-à-dire comment faire en sorte que les gens puissent avoir accès. Hein. Je vous ai parlé de la langue qui peut être une barrière, mais il peut y avoir la distance. Et là, Software République, c'est pareil, c'est un concept qui est assez intéressant. Je n'avais pas compris au début quand je suis passé devant, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a bien expliqué. C'est un conglomérat en fait de différentes entités qui sont, au début on se dit mais qu'est-ce qu'elles font ensemble? Donc, vous avez Dassault qui est regroupé avec Renault, avec également Thales, Jean-Claude Decaux, vous savez, les affichages dans les villes, mais aussi Orange, et donc qui ont créé cette espèce de camion. Alors, c'est pour l'instant un concept car, c'est un camion cabinet médical, on va dire. Donc, alors, on voit pas forcément très bien, mais vous voyez quelqu'un qui est un peu allongé sur un lit, qui va avoir tout un tas d'examens, soit par caméra, soit par des appareils comment dire, connectés, stéthoscope connecté, appareil de tension connecté, et cetera, qui va pouvoir échanger soit avec une personne qui sera sur place, ça peut être une infirmière par exemple, qui va être là pour aider à utiliser l'appareil, soit même par écran interposé. Et en fait, cette camionnette va se diriger dans un quartier, par exemple, où il n'y a peut-être pas de médecin ou pas assez de médecins, et à l'arrivée de la camionnette ou un peu en amont, il va y avoir Orange qui va envoyer des SMS à tous les gens qui ont des bilans médicaux à faire ou qui n'ont pas vu de médecin depuis longtemps. Donc, vous voyez, c'est une espèce de proposition de soins là où il y en a besoin et avec l'intégration de différents outils numériques pour aller vers, aller chercher les gens. Parce que là aussi, parfois, on sait que malheureusement, les choses n'arrivent pas parce que juste les gens n'ont pas eu bien l'occasion et n'ont pas pu faire les soins. Donc ça, peut-être des idées. Alors nous, on a l'obstacle vétérinaire de la médecine foraine, hein, c'est-à-dire que typiquement ce genre d'outil, tout aussi intéressant qu'il puisse être, n'aurait a priori pour l'instant sur notre code déontologie pas le droit d'exister, ce qui est vraiment dommage à mon avis. Donc peut-être à réfléchir pour le prochain pour permettre des choses qui permettraient ça. Et puis, la dernière initiative que je voulais vous montrer, alors, ça parle peu comme ça, mais vous pouvez aller sur Twinicall, ça s'appelle. L'INRIA, qui est un institut français de recherche en informatique et en automatisme, qui est vraiment, voilà, souvent il y a des pépites en fait à l'INRIA. Alors c'est souvent encore très théorique. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est un lobe de foie. Vous voyez peut-être le petit point vert sur l'image de droite. Et le petit point vert, c'est une tumeur. Donc, on a eu un scan qui a été fait. Alors, une fois qu'on a le scan, on peut regarder les images, je dirais, fixes et se donner une idée pour le chirurgien pour préparer, envisager comment faire le mieux possible l'intervention. Et le jumeau numérique, en fait, ça va être une reproduction mathématique. C'est ce qu'on voit donc sur cette image-là, mais mathématique hyper réaliste. C'est-à-dire qu'avec des pinces, on peut le manipuler, on peut le bouger. C'est gluant, en fait. C'est ça qui m'avait arrêté. Et donc, c'est-à-dire la capacité à manipuler comme en vrai, c'est-à-dire comme si c'était dans la cage thoracique et avec fatalement une capacité à être beaucoup plus précis sur les gestes chirurgicaux, sur les précautions chirurgicales, sur le plan en fait de suivi chirurgical. Donc ça, pour l'instant, on en est au stade où ils ont fait un modèle. Je discutais avec eux. Alors, c'est ça qui est souvent un peu frustrant avec l'INRIA, c'est que c'est des chercheurs alors qui produisent des choses un peu appliquées, mais qui vont mettre un petit peu de temps avant que ça sorte. Donc, mais préparez-vous un jour si vous avez la malchance de devoir passer sur le billard pour quelque chose.
il y a des chances qu'on fasse un jumeau numérique de ce qu'on devra opérer chez vous pour mieux prévoir l'intervention et pouvoir la faire. Et peut-être un jour chez nous, voilà, de la même façon qu'on se disait il y a 30 ans, il y aura peut-être jamais de scan chez les animaux. Peut-être qu'il y aura des jumeaux numériques chez les animaux un jour. Dernière initiative en santé que j'ai trouvé maligne et intéressante et pas avec une techno de fou, on va dire, mais pour autant intéressante. Et là encore, on est dans l'idée que la techno peut résoudre des problèmes. Le paludisme, bien sûr, c'est un problème de santé avec, on se dit toujours, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, hein, quel est l'animal qui tue le plus d'humains? On est là, le requin ou des choses comme ça. En fait, c'est juste le moustique en transmettant certaines maladies, en particulier le palu. Là, ici, sur la technologie, ce qu'ils ont créé, c'est un couplage d'une technologie de drone, c'est-à-dire ils survolent des territoires et ils ont la capacité à analyser ce qui est cartographié ou en tout cas ce qui est capté avec l'analyse des endroits où se trouvent des zones humides, en fait, de l'eau, avec les caméras et l'analyse par IA des images captées. Puis ensuite, ça permet de déterminer des zones à risque, vous voyez un peu sur la carte, tel que c'est modélisé, et ensuite d'aller traiter spécifiquement ces zones-là. Plusieurs intérêts à ça, hein. Un traitement ciblé, parce que les produits contre les moustiques, c'est pas forcément des choses excellentes en termes d'environnement. Donc, moins on en met et plus on les met au bon endroit, mieux c'est. Et puis voilà, la capacité à réduire la présence de moustiques et donc réduire l'influence du paludisme dans certaines zones. Donc là aussi, hein, voilà, en termes de santé humaine, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant et avec des choses en termes d'épidémiaux qui sont peut-être inspirantes potentiellement pour nous. Je vais passer à la santé animale. Encore une fois, hein, surtout n'hésitez pas si vous voulez poser des questions. Je vous invite à le faire dans le chat ou vous pourrez le faire à la fin. La santé animale, mais bon, c'est pas une surprise, hein, à Vivatech, elle est toujours timidement présente. Encore que cette année, c'était peut-être même un peu plus que l'année dernière, où de mémoire, il y avait eu que 3-4 initiatives que j'avais pu dépister. Donc, au niveau des choses dont je voulais vous parler, bon, vous connaissez mon appétence pour les robots, toujours avec l'idée de se dire, je suis pas sûr que ce soit un jour nos patients, mais l'idée de se dire, ça reste des entités qui ressemblent beaucoup à des animaux, et peut-être pour la première fois, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est ce que vous voyez sur l'image en haut à droite, c'est jusqu'ici, j'avais vu des robots qui ressemblaient à des chiens, gros, petits, et là, pour la première fois, j'ai vu quelqu'un chevaucher un robot un peu comme un cheval, un poney plutôt, vu la taille, et donc c'était intéressant parce que de la même façon que ce qu'il aurait fait sur un cheval, il lui donnait des coups de talon, alors que bien entendu, il n'y a pas d'usage de ça. Mais à nouveau, là, voilà, si un jour vous allez à ce genre d'événement, vous aurez le premier effet qui est, voilà, vous direz, tiens, ça ressemble un peu à un chien, c'est marrant, c'est mignon, machin, ou ça fait peur, au choix, ça fait des petits bruits qui font un peu peur. Et après, je vous invite à prendre du recul, à vous mettre à quelques mètres et observer les interactions des gens avec ces entités-là. C'est assez intéressant. Et donc voilà, c'est le clin d'œil pour les futurs patients. Je pense pas tout de suite, mais quelque chose à suivre, à surveiller. Dans ce que j'ai pu trouver, il y a des choses classiques et toujours un peu mystérieuses, hein. C'est en particulier nos amis chinois qui amènent des appareils, alors qui sont soit, comme ce qu'il y a à droite, le Key Tracker, des choses vues et revues, c'est-à-dire un tracker GPS et énorme, donc pas très adapté. Donc, c'est-à-dire la capacité à produire des outils qui existent déjà, mais en mieux. Mais bon, on ne sait pas pourquoi ils font ça. Soit d'autres outils. Là, vous voyez cette espèce de machine à laver. Alors, en fait, c'est un appareil pour désinfecter avec des spectres d'UV, des choses comme ça. Bon, c'est compliqué de savoir. Alors, je me demandais, mais où vous verriez l'usage de ça? Alors, dans les pensions pour chats, dans les cliniques vétérinaires, effectivement. C'est difficile parfois d'obtenir des informations fiables, que ce soit à la fois sur l'efficacité de ce qui est présenté et aussi le réel usage. Donc, toujours un peu mystérieux, j'ai toujours du mal avec ces initiatives, mais je voulais vous les présenter quand même. Ensuite, là, les choses que je vais vous montrer sont des choses un peu plus tangibles et qui me paraissent vraiment intéressantes à suivre, même si elles sont pas, pour certaines, encore sorties sur le marché. Je pense à Impet ici. Impet, c'est des Coréens. Je vous montrerai après une autre photo de cette espèce de balance qui est un espèce de plateau blanc
la pesée du chat, c'est compliqué en fait, hein, technologiquement, parce que alors c'est simple et c'est pas simple en même temps. C'est-à-dire que on pourrait se dire, bah, c'est pas compliqué, Madame Michu, vous avez pesé votre chat tous les jours, vous avez noté les données, et puis c'est super, on va faire le suivi. En vrai, on sait très bien tous comment ça se passe, ça ne marche pas, en fait. C'est-à-dire que Madame Michu ne pèse pas le chat tous les jours, elle collecte pas les données, et on galère à suivre une simple donnée comme le poids, alors qu'on sait très bien que c'est déjà une donnée hyper intéressante chez le chat. Euh, Là, ce qu'ils promettent, c'est ce plateau. Je vous montrerai la photo après, ou je vais passer dessus peut-être comme ça. Voilà, vous avez ce plateau ici que vous voyez là sur la droite, avec des LED dont ils disent que ça va attirer le chat, en tout cas qui va être intéressé parce qu'il y aura un peu comme un laser. Et puis cette espèce de bol qui fait que vous allez mettre quelques croquettes dedans et le chat va venir se positionner pour manger les croquettes. Voilà. Et pendant ce temps de repas, c'est là où il sera pesé. C'est une balance, comme vous voyez, pour ceux qui ont ça à la maison, c'est une balance avec ses capacités à capter l'impédance, hein, des balances à impédance, ce qui veut dire que non seulement vous allez avoir une pesée quantitative du chat, donc voilà, il fait X kilos, mais vous allez aussi avoir une analyse du pourcentage de muscles, de graisse, d'os, etc. J'avoue que je ne sais pas la fiabilité par rapport à cette information-là, et surtout, peut-être c'est nouveau dans le cursus vétérinaire, mais moi, j'ai aucune idée de ce que c'est que le pourcentage de muscle normal. Je pense qu'il y aura un intérêt de suivi dans le temps, mais alors, sur le coup, pour les données exactes, c'est compliqué. On voit qu'il y a une appli, hein, bien sûr, qui est en appui de cet appareil, avec l'appareil qui va capter les données et les mettre dans l'appui avec des graphes, des alertes, ce genre de choses-là, qui font que on aura la capacité à suivre ce genre d'outils. Donc ça, c'est pas sorti, a priori, de ce que j'ai compris. Je pense que c'est le genre d'outil qui peut être vraiment intéressant. Il faudra voir aussi le prix, hein, que je n'ai pas réussi à connaître. Euh, une autre petite chose qui est moins dans la technique, mais que j'aime bien, en particulier chez les fabricants asiatiques, c'est que souvent, il y a un côté presque poétique. Ici, vous voyez, on a ce chat, la marque de Little Cat, qui est une imagerie de super-héros, ou alors même carrément du Petit Prince, donc de Saint-Exupéry, un peu un chat pilote d'avion. Et avec cette idée derrière qui est pas idiote, hein, malgré tout, c'est voilà, ce qui est essentiel est invisible pour les yeux. Donc c'est-à-dire avec cette idée derrière de les données qu'on pourrait collecter en provenance des animaux sont peu visibles pour certaines, alors qu'elles sont essentielles. Et j'aime bien cette idée-là en fait. Qui est présente chez Impet. Donc la boîte s'appelle The Little Cat. Ils ont d'autres outils que vous pourrez aller voir sur leur site. J'ai également vu sur le stand de l'Italie, donc les Italiens de Kerpet, Kerpet qui est un tapis connecté, un tapis pour dormir en fait. Donc il y a plusieurs tailles, on peut y faire dormir des chiens. Les chats sont prévus aussi, mais pour l'instant c'est surtout chiens, avec la capacité pendant que l'animal dort de mesurer la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque, ainsi que la quantité et la qualité du sommeil. Outil assez intéressant. Ils seront présents à Numanima. Donc, Numanima, hein, je vous répète, événement de la e-santé animale organisé par Vetintech. Je vous remets dans le chat. Ça se déroulera du mercredi 26 début d'après-midi jusqu'à jeudi 27 juin, fin de journée à Maison Alfort. Donc, normalement, les Italiens de Carpet seront là. Donc, si vous voulez voir l'outil, en savoir un peu plus, voir l'application. Donc, des outils qui sont disponibles, eux. Donc, vous pouvez vous les procurer ou les recommander. Je pense que là aussi, on est dans les débuts de la captation de données qu'on maîtrisait pas. Là, ce qui est intéressant par rapport à certains autres outils qui mesurent la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque, c'est qu'on, pour l'instant, de ce qu'on en sait, on préfère mesurer ces données au repos. Donc là, c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire la capacité à mesurer quand le chien dort. Ça nous permettra d'avoir des données qui vont dans ce sens. Autre outil, et j'en ai parlé un peu plus tôt, et là je reviens dessus, c'est-à-dire la capacité de mixer des outils déjà existants avec de l'IA générative. Là, c'était sur le stand de Taïwan, et j'ai recroisé, c'était marrant parce qu'il présentait un outil qui n'avait rien à voir au début, et en parlant avec lui, on s'est aperçu qu'on avait déjà discuté au CES, et pour complètement autre chose, pour une
litière connectée qui s'appelle Lulupet. Et donc là, en fait, cette personne-là, James Wu, il présentait ce genre de petit robot. Vous voyez, voilà, une caméra au-dessus, un écran avec un avatar qui est capable de vous parler. Et quand je suis passé, en fait, c'était un serveur de McDo, en fait, qui était en avatar. Et du coup, je commence à discuter. Je dis, imaginons qu'on soit pas au McDo, mais qu'on soit à l'accueil d'une clinique vétérinaire. Il me dit, pas de problème. Et là, il va reconfigurer l'IA générative, donc en disant, eh bien, à partir de maintenant, vous êtes à l'accueil d'une clinique vétérinaire et vous voulez répondre aux questions des clients. Après, on a posé quelques questions en anglais, c'était pas parfait, mais ça donne l'idée, en fait, que en couplant des outils déjà existants qui étaient basiques et qui étaient peut-être pas pertinents, mais en leur rajoutant une couche d'IA générative type ChatGPT ou consort, on pourrait avoir probablement des outils qui, là aussi, pourraient faire patienter ou déporter une partie de la charge qui existe sur les équipes sur ce genre d'entité qui pourrait peut-être, par exemple, prendre les notes pour commencer à compléter le dossier dès la salle d'attente sans avoir à faire d'intervenir systématiquement une ASV ou une réceptionniste. Donc, il y a des choses probablement qui peuvent être intéressantes à creuser dans ce sens-là. Je finis avec une dernière initiative. J'avais vu au tout début, alors je sais pas si tu es toujours là, Pierre, que Pierre Buisson était là. Donc, n'hésite pas, je vois que tu es là peut-être à intervenir dans le chat pour nous en dire plus. Donc, l'identification, c'est une initiative coréenne que moi, je suis depuis, je pense que la première fois que je les ai vus, c'était, je crois que j'en avais parlé la dernière fois en 2019 au CES. Il s'appelait pas encore comme ça. Et j'avoue qu'au début, quand on m'a dit qu'on allait identifier les chiens en prenant en photo leurs truffes, j'ai dit OK, bah, on verra plus tard, hein, pourquoi pas, mais ça me paraissait pas gagné d'avance techniquement. Et puis ils ont avancé, ils ont été aidés par des grosses entités coréennes comme Samsung. Ils ont progressé scientifiquement, hein, ça a l'air de fonctionner. Donc l'idée, c'est à partir d'une photo de la truffe du chien, de pouvoir l'identifier de manière fiable et individuelle. Euh, la même chose est en cours chez le chat, avec cette fois-ci la face entière du chat. Bon, chez le chien, j'y crois. Chez le chat, c'est un peu pareil, pas du scepticisme, mais de l'attente. Parce que c'est vrai que, bon, là, voilà, celui-ci qui est en photo, je me dis pourquoi pas, mais deux chats bien noirs, tout noirs. Voilà, est-ce que peut-être à travers les iris, les angulations de truffes, de choses comme ça, probablement que c'est dans cette idée-là qu'ils creusent. Donc, ils ont une appli qui permet donc d'enregistrer son chien sur leur fichier à eux pour l'instant. Ça permet aussi de le déclarer perdu, voilà, d'en faire une appli de gestion de son animal. Il y a des échanges qui existent depuis, je pense maintenant un an, peut-être avec ICAD. Voilà, il y a voilà, Pierre, super, merci pour ces infos qui sont précieuses. Pierre Buisson, donc, qui est responsable de ICAD et qui discute avec les gens de Petno, qui explique qu'ils sont toujours chez Petno en cours de validation sur un échantillon de chiens européens. Et de façon intéressante, ils travaillent à la reconnaissance globale sur photos réalisées hors application pour faciliter le perdu trouvé. Effectivement, ça fait partie des choses dont j'ai pu parler avec la personne qui était représentante sur le stand. L'idée qu'il y a derrière, c'est de pouvoir, voilà, quand on perd un animal, dire j'ai perdu mon animal sur l'application et que n'importe qui puisse, en trouvant un animal et en suspectant que c'est lui, prendre une photo de la truffe. Et à ce moment-là, moi, ils m'ont fait une petite démo. On a une proposition des chiens avec qui ça correspond le plus. C'est pas une réponse oui, non, c'est plutôt probabilité que ce soit ce bon chien. Et donc, bah, là, en couplant les choses avec la possibilité d'accéder à une partie de la fiche du chien où on le reconnaît ou on le reconnaît pas, ça permet de faciliter les choses. Il y a deux choses, quand j'ai parlé avec lui, où je lui ai dit, ah, ça me pose des questions, ça me donne des idées. Il y en a une première qui était le fait que comment ça allait se passer quand quelqu'un trouve un animal, est mis en contact via un chat avec le possible propriétaire, comment ça peut se passer cette relation directe avec le fait que, comment dire, voilà, lui, il était dans un monde un peu bisounours, mais je lui expliquais que nous, parfois, on est un peu cet entre-deux quand on est en clinique, c'est-à-dire quelqu'un nous amène un animal, qui a peut-être passé 3 semaines dehors, qui est peut-être pas dans un super état et qui tout de suite va avoir des suspicions sur
la maltraitance potentielle du maître qui a perdu son animal, donc avec parfois peut-être un peu de friction possible. Donc je lui disais, voilà, mettre en contact directement les gens, ça peut être peut-être un peu touchy. Donc effectivement, la notion de complément possible des puces qui est intéressante dans ce que tu dis, Pierre, et c'est là où j'ai une idée. Alors, c'est très bien que tu sois là, comme ça tu l'entendras aussi. Je lui posais la question, je lui disais que moi, en fait, on a deux fichiers. Ben, bien sûr, on a le fichier ICAD officiel, gouvernemental, délégation service public, enfin la totale, voilà, le dur. Et puis on a cette initiative-là, et je me posais la question de la capacité pour nous, vétérinaires, si ce genre de choses se développe, à recevoir l'animal qui est dans PetNo de manière officielle, à faire une certification, hein, c'est-à-dire avoir l'animal, voir qu'avec PetNo, ça donne que c'est tel animal et qu'il est bien enregistré comme tel, de vérifier que cet animal est bien celui qui est dans ICAD et peut-être, c'est ce que je disais aux créateurs de PetNo, peut-être avoir des animaux qui soient vétérinaires certifiés pour essayer un peu de relier les fichiers et avoir quelque chose d'un peu officiel, parce que c'est vrai que on a certainement un outil intéressant, mais la difficulté de faire une passerelle avec ICAT qui est peut-être pas évidente. Donc voilà les échanges qu'il y a pu avoir. Je pense que de toute façon, on va avoir progressivement l'intégration de ce genre d'outils. Pour information, je crois que c'est chez eux en Corée où c'est reconnu comme élément d'identification officiel par les assurances, par exemple. Donc c'est assez intéressant. Voilà, on va dans des univers qui vont nous faire découvrir des choses un peu nouvelles. Merci pour tes précisions. En tout cas, Pierre, je vois que tu es encore en train d'écrire. Je transmettrai à tout le monde. Donc voilà pour la dernière initiative dont je voulais vous parler. On arrive au bout des 45 minutes. J'essaye de tenir mon temps. Je voulais vous parler des prochains rendez-vous. Donc je vous en ai parlé un petit peu au début, mais pour ceux qui sont et celles qui sont arrivés en cours de route. Donc on a un prochain webinar dès la semaine prochaine, un webinar Cap Félin avec MSD Santé Animale. J'aurai la chance de, voilà, on a rendre visible l'invisible, hein. On a repris les thématiques de l'IA et du Petit Prince. Voilà, la prise en charge connectée du chat, où j'interviendrai en duo avec Claude Beata. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et vous inscrire. Et puis, je vous ai déjà parlé de Numanima, donc ça approche, hein, c'est dans 3 semaines maintenant. Donc, vous pouvez là aussi nous rejoindre. Il y a la possibilité d'être là pour une journée ou la totalité de l'événement. Je vous recommande fortement le soir le speed meeting, où ça permet de faire connaissance avec des gens qui ont plein d'initiatives intéressantes. Et puis, une dernière chose, une dernière initiative, alors qui est un peu, là, vous n'êtes pas obligé d'assister, mais si vous verrez, c'est assez intéressant. On a fait un travail. Donc, prochain webinaire Veto Network qui, lui, aura lieu le 20 juin. Je vous mets là aussi dans le chat comment dire, l'événement. Là, c'est pour vous parler en fait du travail que j'ai pu faire avec Charlotte Hannon, qui est une vétérinaire, mais surtout graphiste freelance, où on a voilà, travaillé depuis plusieurs mois à refondre un peu l'image de Veto Network. Donc là, c'est la première fois que je montre le logo tel qu'il a été décidé. Je vous montre aussi un peu les petites mascottes qui vont accompagner Veto Network. L'idée, en fait, c'est d'un peu apporter un témoignage pour, je pense que ça peut bien marcher pour les cliniques vétérinaires. Il y a beaucoup de cliniques vétérinaires qui ont un peu travaillé leur image, mais pas beaucoup. Et vous montrer un peu quels outils on peut utiliser pour ça, comment se passe une gestion de projet, les problématiques que ça peut entraîner, et donc partager un peu ça avec vous. Voilà, il n'y aura peut-être pas beaucoup de monde parce que c'est plus à la croisée de la tech, de la com et du management. Mais si vous voulez voir quel intérêt et pourquoi il y a un intérêt à refondre une image, je vous invite à nous rejoindre le jeudi 20 juin, 12h30, comme d'habitude. Ça permet de faire ça tranquillement, en grignotant un bout. Et puis, on arrive au bout. Il nous reste une dizaine de minutes. Je ne sais pas si certaines initiatives ont pu générer des questions. Je vois que certains sont encore là. Vous êtes une petite vingtaine. Je vois Chantal qui écrit un petit mot. Donc, n'hésitez pas. Je vous laisse le temps de lever la main ou poser des questions. Donc, en attendant que vous puissiez mettre ces petits mots-là, je vous incite, si vous voulez ne pas rater les prochains événements, pouvoir vous abonner à la newsletter si ce n'est pas fait. Et puis, vous pouvez également
me suivre sur LinkedIn où je diffuse très régulièrement des informations sur ces sujets-là. La vidéo de cet enregistrement sera disponible d'ici, je pense, la semaine prochaine. Je vais faire ça ce week-end tranquillement. Je vous remercie pour votre attention. Je vois qu'il y a certains qui sont régulièrement là. Et puis, donc, je vous invite à se retrouver la semaine prochaine, mardi prochain, pour le chat connecté, et puis le 20 pour pouvoir faire ensemble la découverte de l'image, de la nouvelle image de Veto Network. Merci à toutes et à tous et à bientôt.